j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dont j'ai perdu les notes. Voilà, j'avais pris quelques notes sur Google Doc. Malheureusement, le truc est down aujourd'hui, donc je ne peux pas récupérer mes notes, donc je n'ai pas pu les relire avant cette vidéo et je voulais absolument filmer aujourd'hui. Donc ça va être une vidéo un petit peu à la one again et c'est peut-être pas plus mal pour une vidéo favori finalement. Donc aujourd'hui, on va parler de mes favoris de l'année 2020. J'avais posé la question sur Instagram parce que j'hésitais entre plusieurs vidéos et c'est celle-ci qui a remporté le sondage à 2 votes, je crois. On va parler jeux vidéo, on va parler jeux de société, on va évidemment parler un petit peu de livres, mais vraiment pas beaucoup. On va aussi parler soins. Voilà un petit peu le programme. Au niveau des livres, je trouve que cette année, j'ai pas vraiment eu le coup de cœur. Le coup de cœur dont j'ai absolument envie de vous parler, de vous reparler. Ça a pas eu lieu cette année. Il y a eu de très bonnes lectures, des petits coups de cœur, mais pas des gros coups de cœur. Du coup, dans mes favoris de l'année 2020, j'ai envie de remettre Les bons gros bâtards de la littérature de Popézy et Alexandre Fernandez, si je ne dis pas de bêtises. Aurélien Fernandez, Manon. Publié aux éditions Lapin. Donc c'est une BD en fait qui est bourrée d'anecdotes sur des auteurs célèbres. Ce sont en général des anecdotes qui ne les mettent pas en valeur, qui mettent plutôt en avant leur mauvais côté, leur côté vicieux. On a aussi énormément de citations tirées de critiques qu'ils ont pu se faire les uns les autres. C'est hyper croustillant, vraiment drôle. J'ai beaucoup apprécié cette petite BD. C'est un très bon cadeau à offrir à mon avis si vous connaissez quelqu'un qui est dans des études de lettres. Ça peut le faire marrer, on passe un bon petit moment. C'est pas très long, mais ça suffit pour se vider un petit peu la tête et en même temps apprendre quelques petites choses. Et en livre, je vous en ai pas encore parlé ici, mais j'en ai déjà parlé sur mon compte Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur mon compte Instagram, je vous invite à le faire. Je mettrai le pseudo qui part ici, que j'ai à nouveau changé. Il n'y a plus le YTB à la fin, c'est vraiment redevenu Quiet Manon. Bref. Et je vous reparle du coup d'un livre dont je vous ai déjà parlé là-bas. C'est Béni soit Sixtine de Maëlys Adhémar. Donc c'est publié aux éditions Julliard, voilà, ça m'est revenu. Du coup, Béni soit Sixtine, pour vous faire un petit peu le topo, c'est l'histoire de Sixtine, qui est une jeune femme qui a grandi dans une petite bourgeoisie ultra catholique, ultra fasciste, extrémiste, enfin tout ce qu'il faut pas quoi, enfin c'est un univers complètement... Il n'y a pas de mots pour le décrire. Et donc on va suivre cette jeune femme, on va découvrir d'abord l'univers dans lequel elle a grandi avec des propos parfois très durs parce que forcément ce sont des gens qui sont homophobes, des gens qui ont une vision des choses vraiment vieillotte, c'est-à-dire que la femme a encore cette place de femme au foyer uniquement. En général les jeunes femmes, ce qui se passe c'est que dès qu'elles rencontrent leur époux, enfin la personne avec qui elles ont décidé de se marier, elles vont abandonner leurs études, devenir femme au foyer et avoir autant d'enfants que Dieu le voudra. Et on découvre cette Sixtine qui rencontre son futur mari, là elle rencontre un homme, elle voit en lui son futur mari, son idéal, elle va se marier avec lui, seulement du moment où elle se marie, c'est vraiment, elle déchante, tout commence à aller de travers. Déjà elle découvre des côtés de lui qui sont pas hyper comment dire, reluisants. Ensuite, je vais, sans vous dévoiler vraiment le twist et le truc qui va tout faire basculer, elle va en fait se rendre compte que sa belle famille est hyper toxique, elle va vouloir s'échapper de ce monde-là qui globalement la tient en apnée et en fait c'est ça le truc vraiment fort de ce livre, c'est que pendant cette première partie où on découvre le monde dans lequel elle a grandi, on la sent vraiment à bout de souffle, on sent qu'elle est prise à la gorge, qu'elle est coincée, qu'elle est prise au piège. Et en même temps qu'on lit, on est comme elle, on étouffe dans cette atmosphère, on lit les choses et on est comme ça genre mais c'est pas possible ces gens-là. Et ensuite on a aussi une seconde partie où c'est vraiment une partie qui vient comme mettre un pansement sur la première, venir rétablir un petit peu les choses, ou l'ouvrir au monde réel. Elle s'ouvre véritablement au monde dans cette deuxième partie, elle réinterroge tout ce qu'elle a appris, tout ce milieu dans lequel elle a
grandi. Donc c'est très très fort. Et aussi parallèlement au parcours de Sixtine qui s'extrait plus ou moins de cette secte, hein, parce qu'elle est dans une secte... la communauté dont elle fait partie est reconnue comme une secte et donc quand elle s'extrait de cette secte, on a le parcours inverse de sa mère qui elle a grandi avec des parents troubadours, voilà, des gens du cirque, etc., des gens très libres et qui s'est retrouvée embrigadée dans cette secte. Donc en fait on a les deux parcours en parallèle et c'est très très intéressant, très intelligent aussi. J'ai trouvé que c'était une excellente lecture, c'est un premier roman à couper le souffle, le style est... C'est super bien fait, vraiment, on a vraiment beaucoup de sensations quand on lit, on a cette première partie où vraiment on sent que les phrases elles sont un petit peu, c'est un peu sec comme style, et cette deuxième partie où c'est plus doux. Donc c'est un roman dont je pourrais parler vraiment très très longtemps parce qu'il a vraiment plusieurs casquettes. Il a le côté thriller avec le fait de on ne sait pas si Sixtine elle va réussir vraiment à se détacher de ça, comment elle va faire pour prendre la fuite. Et en même temps, on a le côté roman d'apprentissage avec Sixtine qui va grandir, qui va interroger le monde qui l'entoure. Donc on a ces deux casquettes, ça parle de liberté, d'émancipation, mais également beaucoup de tolérance. C'était un roman très très fort, j'en parle depuis déjà quelques minutes, je vois sur le compteur. Comme vous voyez, je pourrais en parler vraiment hyper longtemps. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à m'écrire, j'ai vraiment envie d'en parler. Et si vous ne l'avez pas encore lu et que je vous ai donné envie, foncez, je pense que vous ne serez pas déçus. C'est tout pour la partie livre, on va basculer sur la partie jeu de société qui est un petit peu mon deuxième péché mignon, et je vais vous parler déjà en premier lieu du seul jeu que j'ai actuellement en ma possession qui est 50 missions, qui est véritablement notre découverte de l'année à mon copain et moi. Donc 50 missions de Ken Gruhl. Alors ça c'est édité chez qui? Tiens, chez Oya. Donc c'est Oya qui a édité ce jeu. C'est vraiment super bien. J'aime bien dire que c'est un mélange de plusieurs choses, mais surtout ça m'a fait au début penser au Uno, puisqu'en fait il va falloir poser des cartes sur différentes piles, et c'est soit la carte, on peut poser notre carte soit parce qu'elle a la même couleur, soit parce qu'elle a la même valeur, et le but du jeu ça va être de remplir des missions en fait, des missions qui vont être de réussir à avoir sur sa table par exemple que des cartes avec des valeurs au-dessus de 5, que deux cartes rouges côte à côte, ou alors deux cartes rouges séparées par une carte. Et comment on joue? On a chacun 4 cartes en main et à notre tour on a le droit de poser qu'une seule carte, dans le but évidemment de se rapprocher des objectifs qui sont affichés. Une fois qu'un objectif est rempli, on le remplace par un autre, il y en a donc 50 à réussir. Et le petit twist en plus, c'est que les joueurs n'ont pas le droit de se parler, on n'a pas le droit de communiquer, n'ont pas le droit de communiquer notre main en fait. Donc si vous voulez, on peut dire attends, mets pas telle carte sur telle pile parce que je vais pouvoir réaliser cette mission dans 2 tours ou tout de suite ou au prochain tour. Attends, fais attention, je suis à 2 doigts de faire cette mission, vous voyez. Mais on dit pas alors moi j'ai un 7 vert. Donc c'est un jeu auquel on a beaucoup joué cette année, qu'on a fait découvrir à quelques personnes. On l'a emmené notamment en vacances parce que ça se joue relativement bien à deux. Il y a un goût de encore en fait, puisqu'il y a ce côté challenge avec les missions, on a toujours envie de faire mieux. Et en fait si vous voulez, quand on franchit des paliers, on reçoit des médailles, donc médaille de bronze, médaille d'argent, médaille d'or, et pour l'instant nous on n'est encore jamais arrivé à la médaille d'or. Je crois qu'on est arrivé une fois à la médaille d'argent, c'est beaucoup plus dur qu'il n'y paraît, mais c'est vraiment très très chouette. C'est un jeu que je recommande, que je pense qui peut être intergénérationnel, ça peut être un jeu à offrir à des personnes âgées, qui peut plaire et qui est relativement familial. Il se joue à partir de 8 ans, de 1 à 4 joueurs, parce que vous pouvez aussi jouer seul contre... Enfin voilà, seul. Et ce sont des parties assez courtes, c'est environ 20 minutes, c'est voilà, très très sympa. On l'a beaucoup joué à celui-ci cette année. Ensuite, 2 autres jeux que je n'ai pas, que j'ai découvert cette année, mais que j'ai énormément aimé. Déjà, le premier c'est Taco Shabook Cheese Pizza. Je ne sais plus, je crois que c'est Blue Orange qui l'édite, je veux pas dire de bêtises. Oui, c'est bien Blue Orange qui publie Taco Shabook Cheese Pizza.
Alors, Taco Shop Book Cheese Pizza, on va arrêter à taco pour la suite, c'est comme un jungle speed en fait. On va devoir être hyper attentif à ce qu'on dit et à ce qu'on voit. Le principe, c'est que dans l'ordre, on va poser une carte au centre de la table et dire un mot. On les dit toujours dans le même ordre. Donc par exemple, si moi je pose une carte, je dis taco. Le prochain dira chat en posant sa carte. Ensuite, taco, chat, book. Le prochain dira book en posant sa carte, ainsi de suite, ainsi de suite. Là où ça devient fou, c'est que quand on pose sa carte et que ça correspond au mot qu'on prononce, si par exemple je dis chat et que je pose une carte avec un chat, on doit taper au milieu de la table. Le dernier qui tape au milieu de la table, il récolte les cartes. Donc le but du jeu, c'est de ne plus avoir de cartes. Et bien sûr les couleurs des cartes changent, etc. Et il y a d'autres cartes, par exemple il y a le gorille, où donc du coup quand il y a le gorille il faut que tout le monde tape comme ça. Le dernier qui tape il récolte. Il y a le narval où il faut faire comme ça. Et il y a la marmotte où il faut taper sur la table comme ça, en faisant comme ça. Et ensuite voilà le dernier et taper sur le tas aussi après avoir fait nos gestes. Je pense que vous le voyez à mon enthousiasme, mais vraiment c'est un de mes jeux chouchou cette année, je l'ai trouvé hyper drôle. On y a joué, la dernière fois qu'on y a joué on était dans un bar, c'était vraiment la bonne période, le bon temps, et on y a joué à plusieurs et c'était hyper drôle. On y a tellement joué et moi je mettais tellement d'entrain dans mes gestes que je me suis retrouvée avec des bleus sur le côté de la main là à force de faire la marmotte, voilà. Donc Taco Shop Book Cheese Pizza, un jeu que je recommande pour les gens qui aiment les jeux d'ambiance, les petits jeux sympas qui s'expliquent en 2 minutes, ça se joue autant avec des enfants qu'entre adultes, c'est très chouette. Autre jeu dont j'avais envie de vous parler, qui est aussi un jeu d'ambiance, c'est Top 10, donc ça c'est édité chez Cocktail Games, et c'est aussi un petit peu, à quoi je pourrais le comparer ? Je pense qu'on peut un petit peu le mettre dans la catégorie des Time's Up parce que, alors là ce serait vraiment uniquement parce qu'il y a du mime, mais je sais pas pourquoi il y a un petit côté Time's Up je trouve. Bon, donc le principe de Top 10. Alors, dans Top 10, il y a un joueur qui sera nommé le Captain à qui on va faire différentes propositions et il va devoir les remettre dans l'ordre. Au début du tour, il lit une carte qui va être le thème des propositions. Donc là, j'ai vite fait rechercher juste avant pour vous donner un exemple. Les cartes, ça peut être quel objet fallait-il lors du naufrage du Titanic, du moins utile au plus utile. Et donc, en fonction de ça, il va falloir classer les propositions de 1 à 10. Les autres joueurs ont donc des cartes avec un chiffre sur leur carte, donc un numéro sur leur carte de 1 à 10. Et en fonction de ça, ça va être l'intensité de leur réponse. Donc je sais pas, si ça doit être la réponse la plus utile, par exemple, il faudra dire bouée. Ou si c'est la réponse la moins utile, qu'est-ce qui peut ne pas être utile pendant un naufrage, un appareil à raclette, par exemple. Et donc tout le monde va énoncer ses réponses et le capitaine il va devoir réussir à les classer dans le bon ordre. Donc là c'était une question qui appelait uniquement des réponses, mais on a aussi d'autres cartes où c'est par exemple mimer, déclarer votre flamme à la personne qui est en face de vous de la façon la plus convaincante à la moins convaincante. Vous voyez, il y a des choses... des trucs comme ça en fait, et c'est très drôle. Donc c'est un concept qui est un peu flou comme ça à expliquer, mais je vous invite à aller sur YouTube et à chercher Top 10. Il y a des parties qui ont été jouées, je crois que le passe-temps par exemple y a joué, et c'est ultra... je suis pas sûre, je dis peut-être une bêtise là. Mais Top 10 c'est hyper drôle, c'est très sympa si vous voulez jouer à beaucoup en fait, du coup on peut jouer jusqu'à 11 et ça c'est assez chouette. Et vous allez voir au fil des parties on devient quand même assez bon parce qu'au début quand on donne nos réponses on a un petit peu du mal à jauger, surtout si on a un 4 ou un 5 qu'on est vers le milieu, mais après ça devient assez intéressant et puis si vous connaissez bien les personnes avec qui vous jouez c'est aussi plus facile. Bref, Top 10, j'ai aussi beaucoup ri en y jouant et je vous le recommande. Ça fait déjà 21 minutes que je parle. Après, il y a des blancs, hein, mais... Oh là là, elle va être longue, cette vidéo. On reste dans les jeux 30 secondes, mais on passe aux jeux vidéo. Et là, ça va être vraiment sans surprise. Mon jeu favori de l'année 2020, c'est The Last of Us, la partie 2. Donc, The Last of Us 2, qui était
Une véritable claque, vraiment c'est un jeu qui déjà je trouve mérite les nombreux prix qu'il a remportés. Il a notamment effectivement remporté le prix du jeu de l'année. Il était ouf, que ce soit d'un point de vue graphisme, on se prend une véritable claque, les textures sur les vêtements, les paysages, tout, les expressions des personnages, c'est vraiment super beau. Ensuite on est sur un scénario dingue, mais vraiment un scénario dingue. L'histoire est digne d'un roman, digne d'une série, tellement il y a des rebondissements. Et qui dit scénario fou, on se retrouve aussi avec des personnages très bien travaillés, vraiment profonds. Il n'y a pas de bien, de mal, on est vraiment sur quelque chose qui est hyper équilibré, des personnages avec des défauts et des qualités. On s'attache presque à tous les personnages, donc c'est vous dire. Chouette, ça a coupé. Donc je vous disais tout mon amour pour Naughty Dog déjà, ça c'est sûr, mais en particulier pour The Last of Us 2 qui est pour moi le jeu de l'année, qui est mon jeu favori. Voilà, je pense néanmoins pas, voilà, c'était sur ça que je voulais venir, que je le referai parce qu'il est quand même d'une violence assez inédite, je trouve. En fait, tout le thème du jeu, pour pas vous spoiler, c'est la vengeance. Donc déjà on est sur quelque chose d'assez lourd, d'assez difficile, mais en plus il est vraiment violent, mais ça décrit vraiment bien ce côté cercle vicieux que peut avoir une vengeance. C'était fou, c'était très violent, c'était beau, majestueux, voilà. On va quitter les jeux, les livres et tout ça pour passer à quelque chose qui n'a absolument rien à voir, mais j'avais envie de vous en parler un petit peu. Je suis passée depuis septembre au coton lavable et je les ai commandés à l'atelier de Cécile, qui est donc une créatrice alsacienne, et elle fait plein de choses. Elle fait pas du tout que des cotons, elle fait aussi des bavoirs, elle fait des attaches tétines, elle fait, je crois, des chouchous. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle fait des masques, elle fait des pochettes pour les masques. Elle fait vraiment plein de petites choses ultra sympas et vous pouvez choisir le tissu que vous voulez. Donc ça, c'est ultra chouette. Je pense que ça peut donner des idées cadeaux. En tout cas, là, j'avais demandé une petite poche pour mettre les cotons et des cotons. Et ils tiennent vraiment bien le coup. Faut savoir que je les lave presque chaque semaine en machine, du coup, dans une petite pochette pour pas qu'ils aillent se coincer ici et là. Mais ils tiennent bien le coup. Alors moi, si je vous les montre, bien sûr, ils vont pas avoir l'air super blancs, mais c'est normal, il y a toujours un tout petit peu de maquillage qui reste dessus. Ce qu'il faudrait que je fasse pour qu'ils redeviennent vraiment blancs, c'est que je passe un peu de percarbonate de soude dessus, mais comme moi je m'en fiche, je sais qu'ils sont propres. Voilà, et donc ça a changé ma vie. Ça faisait un moment que je voulais passer au coton lavable, donc voilà, je suis hyper contente. Je vous mettrai le lien de son compte Instagram, parce qu'il faut commander par son compte Instagram si jamais ça vous intéresse, et je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil à ce qu'elle fait. Catégorie soins encore, et je vais terminer cette vidéo là-dessus. En plus je vois que j'ai plus beaucoup de batterie, donc je vais faire vite. J'ai commandé, mais vraiment ça c'est un truc de fou, des produits Hello Body. Donc c'est les trucs qu'on voit absolument partout sur Instagram chez toutes les influenceuses. Mais j'ai des amis qui avaient passé commande, qui ont bien aimé, et du coup je me suis dit que j'allais me lancer. Donc moi j'ai juste un gel nettoyant, une crème de visage pour la nuit, et un contour des yeux. C'est très important pour moi les contours des yeux, parce que j'ai des cernes hyper marquées, creusées, colorées, bref, vraiment pas beau. Et ils sont vraiment bien ces produits, mais tous, la crème de nuit, j'ai vraiment l'impression que le matin j'ai une peau plus belle, donc je suis hyper contente. Le gel nettoyant, bon ça c'est un gel nettoyant, il est néanmoins très doux, très agréable à utiliser, il est à l'aloe vera. Et j'ai aussi donc la crème pour les yeux, c'est Coco Smooth, donc c'est celle Coco, et elle est très chouette. J'oubliais, j'ai pas dit, ça c'est Cara Balm pour la crème de nuit. C'est bien si vous êtes dans un environnement style en plein centre-ville et que vous êtes face à la pollution, etc. Ça régénère vachement bien la peau. Donc je suis juste hyper contente de ces produits. Donc comme quoi, il ne faut pas se fier à l'effet de masse, l'effet de mode. Néanmoins, cherchez toujours un code promo avant de commander, parce que ça vaut pas le coup, je trouve, de les acheter au prix fort. Il y a toujours des codes promo. Cherchez un code promo si vous avez envie d'essayer. Moi, bien évidemment, je n'en ai pas, hein. Je dis juste que j'aime les produits et que je les trouve très chouettes.
Et voilà, c'est tout pour cette vidéo favori. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, qu'elle vous a permis de faire quelques découvertes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos favoris, j'ai vraiment envie de les découvrir aussi. Et c'est peut-être la dernière vidéo de l'année, donc je vous souhaite de passer de bonnes fêtes malgré les conditions qui sont ce qu'elles sont. Et puis à tout bientôt. Bye bye!